Tout d'abord, bienvenue à tous à ce webinaire sur le thème de l'utilisation de DHS2 pour le suivi des bénéficiaires. Et la question qu'on vous pose, est-ce que vous pensez que cet outil sera approprié pour le suivi des bénéficiaires après ce webinaire, après avoir regardé ce webinaire et avoir assisté à ce webinaire? Je suis Mireille Tchagang, je suis en charge des questions des communautés et de renforcement des capacités à Blue Square. Et n'hésitez pas à me contacter par la suite si vous avez besoin d'un suivi particulier pour votre programme ou si vous souhaitez en savoir plus sur les services et les solutions qu'offrent les deux organisations ici représentées. Alors, ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre d'une série de webinaires intitulé « Digitaliser vos programmes, outils et conseils » et qui est né d'un constat, c'est que malgré le fait que la digitalisation des programmes entraîne des données de plus en plus importantes, de plus en plus justes et qui sont disponibles, en fait, il y a une question qui perdure, c'est celle de savoir quel est en fait le bon outil qui va permettre d'exploiter au mieux les données. Quels sont les bons outils digitaux qui permettent aux responsables de projet ainsi qu'aux responsables de suivi et évaluation d'exploiter au mieux les données à disposition. Et donc, cette série de webinaires vise justement à vous donner les bons outils et des conseils pour choisir au mieux ces outils. Cette série de webinaires vous est présentée par Blue Square et IT for Life. Blue Square est une entreprise qui est spécialisée dans le système d'information et l'analyse de données dans le domaine de la santé, mais pas seulement, également dans le domaine de l'éducation, de la gestion de l'environnement ou bien de tout ce qui concerne le sanitaire. Alors là, là, on a mis la croche que Blue Square, du moins l'objectif que Blue Square se donne, qui est c'est en anglais, mais pour traduire, c'est donc de faire en sorte que les ressources de la santé et pas uniquement aillent là où elles sont le plus utiles. Quant à IT for Life, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les solutions digitales, spécifiquement pour les ONG ou les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et elle les aide justement à choisir des outils pour diminuer les coûts et mieux exploiter les données. Donc, alors, ce webinaire, c'est en fait le troisième, comme je vous disais, c'est une série. On a commencé depuis le mois de mai 2021 et donc on a eu une session sur le monitoring avec DHS2, le monitoring des programmes avec DHS2. On a eu une session sur la collecte à la visualisation des données avec le cas de Comcare. On a eu cette session en français et en anglais. Et donc, vous pouvez retrouver ces webinaires sur le compte YouTube de Blue Square, Blue Square Hub. Aujourd'hui, pour cette session en français, parce que nous avons déjà tenu la session en anglais il y a quelques jours, donc pour cette session en français, vous avez de nouveau comme présentateur Romain Olegnovitch, qui est COO à Blue Square, et en modérateur, nous avons Guillaume Deflot, qui est également COO à IT for Life. Je vais vous donner la parole, messieurs, et j'espère que nos participants apprécieront. Bon webinaire. Merci. Mireille, est-ce que tout le monde m'entend? C'est OK? Oui, on entend bien. Oui, super. OK, donc du coup, aujourd'hui, comme Mireille l'a dit, on va discuter donc, de DHIS2 pour le suivi des bénéficiaires. Ce sera un peu la session miroir avec ce qu'on a fait la dernière fois par rapport à Comcare. Ce qu'on souhaite pour aujourd'hui, c'est que vous ayez un bon aperçu du fonctionnement de DHIS2 pour tout ce qui est suivi de données individuelles et vous aider à choisir entre Comcare et DHIS2, donc pour que vous puissiez comprendre dans quelle situation Comcare est la meilleure solution ou dans quelle situation DHIS2 est la meilleure solution. L'idée, c'est que
Il n'y a pas forcément une meilleure solution dans l'absolu, c'est vraiment une question de cas d'utilisation. Et donc, on essaiera de vous donner à la fin, parce que Romain va essayer de faire à la fin, c'est de vous donner les points d'attention pour vous aider à prendre cette décision. Donc aujourd'hui, Romain va dérouler en fait un programme assez classique mais bien efficace. On va déjà vous expliquer un petit peu quels sont des cas réels d'utilisation de DHIS2 pour que vous compreniez déjà dans quel contexte ça peut être utilisé et sur des choses sur lesquelles Blue Square travaille déjà. Donc c'est des choses qui sont totalement réelles, c'est du vrai du vrai. Ensuite, pour une bonne compréhension sur les notions, les terminologies, etc., on va quand même vous faire une micro-formation sur les concepts et les fonctionnalités de DHIS2 pour qu'on puisse avoir un langage commun et bien poursuivre sur ensuite la démo pour que vous voyez réellement comment ça fonctionne. Et comme je disais tout à l'heure, pour finir, un benchmark entre les deux solutions, dans quelle situation utiliser l'une ou dans quelle situation utiliser l'autre. Je vous rappelle que Zoom a une fonctionnalité de questions-réponses, Q&A. Alors, je sais pas dans quelle langue vous avez Zoom. Vous pouvez cliquer dessus et là, vous pouvez poser vos questions. Et du coup, donc tout au long du webinaire, il y aura aussi du temps à la fin pour faire les réponses. Et ce que je propose, c'est que vous posiez vos questions et que vous puissiez par la suite, et ensuite à la fin du webinaire, on aura le temps de répondre. Donc n'hésitez pas à les poser. Si j'ai les réponses pendant le webinaire, je le taperai. Sinon, on attendra que Romain ait terminé. Il y aura une phase de questions-réponses à la fin. Et du coup, je donne la main à Romain pour la présentation. Merci à tous. Merci Guillaume pour cette introduction et bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui le miroir de ce qui a été fait lors de la dernière session avec Comcare, c'est-à-dire quelles sont les situations dans lesquelles DHIS2 est particulièrement adapté pour suivre les bénéficiaires. Et puis on finira avec la comparaison entre Comcare et DHIS2 à la fin de la session. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez en tête à l'issue de cette session. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir la session sur Comcare, n'hésitez pas à aller la voir sur notre chaîne YouTube. Alors, je vais d'abord commencer par quelques cas d'utilisation pour donner un peu un sens de ce qui est faisable sur DHIS2 avec 4 exemples concrets. Le premier, c'est un projet donc, qui est en cours au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire sur le suivi de patients atteints de certains cas de cancer. Et le but, c'est de suivre toute leur trajectoire de soins. Leur trajectoire de soins se fait typiquement avec ces étapes que je décris. On a une consultation de routine avec un prélèvement d'échantillons pour un test HPV. Cet échantillon est envoyé au laboratoire. Le laboratoire saisit les résultats du test. Le centre de santé peut consulter ces résultats, compléter le dossier et éventuellement transférer le dossier vers d'autres centres de santé ou vers des hôpitaux pour des actes plus avancés. Ça, c'est un cas, on va dire, assez standard pour l'utilisation de DHIS2 tracker dans la santé. Voici le type de workflow, donc de décisions qui sont prises pour l'orientation du patient. Et donc, à chaque fois, on a, vous voyez en vert, en bleu et en rouge, on a des formulaires qui sont encodés dans le DHIS2 tracker. Un deuxième exemple, c'est un programme de protection de l'enfance sur lequel on a travaillé en République centrafricaine pour vous montrer que ce n'est pas du tout des modèles de données qui sont réservés à la santé, puisque là, on peut faire le suivi de bénéficiaires d'enfants isolés avec l'identification de ces enfants, l'orientation dans certains centres d'accueil ou dans des familles, et puis le suivi des progrès réalisés à différents moments du processus d'encadrement de ces enfants. Un troisième exemple, c'est sur tout ce qui est gestion de plaintes et notamment la mise en place de call center. Donc, on a un projet qui est en cours maintenant depuis quelques temps au Bénin et qui continue activement sur le suivi des appels qui sont reçus par un numéro vert, donc pour le suivi de la satisfaction, pour la gestion des plaintes. Donc, les personnes appellent le call center et au niveau du call center, ils ont un formulaire de saisie. Et ensuite, ces plaintes peuvent être suivies par le personnel de terrain. Donc, typiquement, si on a une plainte qui concerne un certain centre, la personne qui s'occupe, qui supervise ce centre ou qui supervise le département ou la région dans lequel est ce centre va avoir une notification lui indiquant qu'il y a une plainte déposée sur son secteur de responsabilité. Et puis un quatrième exemple pour vous montrer que les choses qu'on suit ou que l'on traque, ce n'est pas forcément des personnes, puisqu'on a un cas aussi
en Guinée, où l'on suit des déchets, et donc on gère tout ce qui est déclaration du poids des déchets à l'arrivée de la déchetterie et ces déchets qui sont déposés par les camions à ordures, et puis aussi quel est le devenir de ces déchets avec notamment le recyclage possible de certains de ces déchets. Donc voilà 4 exemples concrets pour vous donner un peu un panel d'utilisation possible de DHIS2 Tracker pour le suivi individuel de soit des personnes, soit d'autres types d'objets. Alors, je vais venir sur la partie plus formelle pour, en quelques minutes, situer la terminologie qu'on utilise dans DHIS2. Donc, on veut, avec le DHIS2 Tracker, suivre certaines choses au cours du temps. Et donc, ces choses, comme je l'ai dit, peuvent être des foyers, des personnes, des structures, par exemple des fermes, des hôpitaux, des écoles, excusez-moi pour la petite erreur d'orthographe, et même des stocks de déchets. Et donc, cette chose-là dans DHIS2 Tracker s'appelle instance d'entité suivie, TEI, ou en anglais Tracked Entity Instance. Vous verrez aussi TEI, la version anglaise qui est utilisée. Nous, on va utiliser indépendamment en français IES ou TEI, pardon. Et donc, les données vont être collectées sur cette instance d'entité suivie, donc par exemple cette personne, avec différents types de formulaires. Et puis, ces données vont rester sur la tablette. Par exemple, si vous utilisez une tablette, vous allez pouvoir consulter toutes les données qui ont été saisies sur les personnes ou sur les objets que vous suivez sur votre tablette, mais vous pouvez aussi synchroniser, évidemment, toutes ces données avec une base de données centrale et accéder aussi aux données qui ont été, par exemple, saisies par d'autres personnes sur d'autres tablettes ou sur d'autres ordinateurs. Donc, on va y revenir. Alors, juste quelques mots de vocabulaire pour pouvoir bien suivre la démo par la suite. Donc, comme je le disais, instance d'entité suivie, IES, c'est la chose qu'on souhaite suivre au cours du temps. Et puis, cet IES, on peut lui donner certains attributs. Alors, ces attributs sont des informations qui n'évoluent pas au cours du temps, typiquement le nom et le prénom d'une personne. Donc, c'est des choses qui vont permettre l'identification de l'IES de manière unique. On a aussi la possibilité de générer des codes uniques, soit automatiquement, soit de pouvoir les entrer dans la base de données. C'est des attributs qui vont permettre voilà, l'identification unique de l'IES. Ensuite, dans DHIS2, on a 2 types de programmes sur lesquels je vais revenir, le programme événement et le programme tracker. Donc, pour l'événement, on a juste une collecte de données one-shot, donc une seule fois, qu'on peut répéter évidemment, mais ce sera toujours le même formulaire. Et on n'a pas d'instance d'entité suivie à configurer. Donc, je vais vous donner un exemple juste après de ce type de programme. Pour un programme tracker, on a la création d'une instance d'entité suivie. Et ensuite, on peut collecter sur cette instance d'entité suivie plusieurs formulaires différents qu'on va appeler étapes. Donc, ce programme tracker commence par un enrôlement, qui est la première étape du programme dans lequel on collecte les informations sur les attributs. Donc, je le répète, hein, le nom, le prénom, ce genre de choses qui ne vont pas être modifiées au cours du temps. Et puis ensuite, on a des formulaires qu'on appelle étapes ou stage en anglais, pour ceux qui utilisent l'interface anglaise. 2 derniers mots de vocabulaire qui sont importants dans DHIS2 et qui sont aussi utilisés pour unité d'organisation, donc dans la partie aggregate. Là, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle spécifiquement de la partie tracker de DHIS2. Donc, unité d'organisation, c'est la structure sur laquelle on va pouvoir enregistrer les IES. Souvent, c'est une zone géographique ou un établissement. On va revenir là-dessus. Et puis, la notion de référencement, c'est-à-dire lorsqu'on déplace une instance d'entité suivie d'une unité d'organisation vers une autre unité d'organisation. Donc, typiquement, dans le cas d'un référencement de patient, c'est quand le dossier d'un patient va être déplacé d'un centre à un autre centre de santé. Donc, voilà un petit schéma justement de ces deux types de programmes. Donc, on a le programme événement, le premier type de programme qui est ici au-dessus, dans lequel on va avoir une unité d'organisation sur laquelle on va collecter différents formulaires. Donc, par exemple, si on a un établissement ici, ça peut être une école ou un établissement de santé, on va collecter différents formulaires répétables et donc ce sera toujours le même formulaire collecté. Alors, ça peut être, par exemple, des supervisions qui sont faites dans l'établissement de manière régulière, ou ça peut être, par exemple, encoder différents types de personnes qui viennent visiter cet établissement, mais on ne va pas pouvoir suivre ces personnes au cours du temps. Dans le cadre d'un programme tracker, justement, on a à l'intérieur de cet établissement ces fameux IES, donc ces fameux
par exemple ces fameuses personnes sur lesquelles on va pouvoir faire le programme tracker. Et donc, on va enrôler ces personnes avec le remplissage des attributs, hein, donc le nom, prénom, par exemple. Et puis ensuite, ces personnes vont passer par différentes étapes qui vont permettre un suivi longitudinal de la personne, donc un suivi au cours du temps de la personne ou de la chose qu'on souhaite suivre. Et donc, on peut avoir plusieurs étapes. On peut avoir des étapes qui vont être conditionnelles des réponses qui ont été apportées donc, lors de l'étape 1, par exemple. Selon telle ou telle réponse, on va être plutôt redirigé vers une étape 2A ou vers une étape 2B. J'ai mis différentes icônes ici parce que ça peut être tout à fait différentes personnes qui encodent les données. On peut avoir une secrétaire, par exemple, qui encode les données liées à l'enrôlement, et puis ensuite un personnel médical qui va enrôler l'étape 1, et puis un laboratoire à des centaines de kilomètres de là qui peut enrôler l'étape 2 lorsque l'étape 1 a bien été complétée dans le centre de santé. Donc, vous avez vraiment cette capacité d'interagir avec différents rôles utilisateurs sur le même dossier de votre IES, donc soit de votre bénéficiaire, soit autre chose que vous souhaitez suivre dans le temps. Voilà un peu tout l'aspect théorique, et donc sans plus tarder, je vais passer à la démo, et je vais commencer avec la démo sur le web. Donc, comme la plupart des applications, il y a une version web, c'est-à-dire à laquelle on va accéder à travers le navigateur web, et puis une version mobile. Je vais vous montrer les deux rapidement lors de cette session. Donc, la première chose que je voulais montrer, c'est la partie web. Donc, la partie web, si vous vous connectez à playdhis2.org, vous aurez accès à cette démo. Alors, elle va être effacée. C'est des versions qui sont mises à jour tous les jours, remises à plat tous les jours. Et donc, si vous allez sur la 2.34.7 aujourd'hui, vous verrez le programme bénéficiaire qu'on vient de configurer dans cette instance. Si vous y allez demain, elle n'y sera plus, mais on peut vous donner évidemment accès à d'autres plateformes de démo chez nous qui restent bien en place au cours du temps. Donc, voici à quoi ressemble l'interface de DHIS2. Vous arrivez sur les tableaux de bord, et pour saisir des données sur votre programme, donc sur le programme qu'on a créé spécifiquement pour cette démo, on va aller dans le module Programme Tracker, ici, qui s'appelle Tracker Capture. Donc, quand vous arrivez dans ce Tracker Capture, alors là, moi, j'ai les rôles admin, et donc je vais voir l'ensemble des unités d'organisation qui sont ici sur le Sierra Leone. Donc, vous voyez, il y a le Sierra Leone, et puis ensuite les régions et les départements, districts du Sierra Leone. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans le district de Badija, regarder mon programme Beneficiary Management. Donc, j'ai sélectionné, si vous voulez, l'unité d'organisation sur laquelle je veux encoder des informations, dans laquelle je veux encoder des informations. Et ce que je vois tout de suite sur l'interface, c'est les EIS, donc les personnes qui sont déjà enrôlées dans cette unité d'organisation. Si je vais sur le district d'à côté, je n'ai aucune EIS enrôlée. Et donc, je vais voir uniquement sur Badja les différentes EIS enrôlées. Donc ici, vous pouvez configurer les différents attributs que vous souhaitez voir sur cette liste. Vous pouvez très bien aller sélectionner ici. Voilà, je veux voir d'autres choses. Si je ne veux pas voir l'âge, par exemple, ici, je peux sauvegarder. Je vais voir que le nom et le prénom des personnes sur la liste. On peut aussi tout à fait effectuer une recherche. Donc, si je cherche quelqu'un qui a dans son prénom 3, je vais tomber uniquement sur cette personne qui a prénom 3 et nom 3 comme attribut. Donc, si je reviens sur la partie liste, ici, vous voyez voilà, l'ensemble des EIS qui ont été enrôlés dans Badja avec les quelques attributs qui ont été définis. Si on veut enrôler une nouvelle personne, on va cliquer sur « Register ». Et donc là, on va voir, on va commencer par l'enrôlement et les attributs. Donc là, on va encoder tout ce qui ne va pas changer au cours du temps sur la personne. On a éventuellement la possibilité, quand vous êtes sur tablette, d'encoder l'endroit où vous êtes au moment où vous faites le formulaire. Donc ici, on peut le faire sur le web, mais en cliquant sur une carte, on peut encoder un point GPS. Voilà, j'ai encodé un point GPS. Et puis, il y a la date d'enrôlement qui est par défaut ici fixée au jour d'aujourd'hui. Donc, je peux ensuite encoder ma nouvelle personne, ou mon nouveau EIS. Donc, je vais lui donner nom 4, nom 5, peut-être j'en ai créé encore, donc je vais nom 11,
prénom 11, et puis l'âge 46 ans. Et si je clique sur Save et Continue, j'ai réalisé l'enrôlement et donc je vais avoir ce nouveau dossier de IS qui est créé, ce nouveau dossier de personne, de bénéficiaire qui est créé, avec un rappel du profil de la personne ici, et puis les informations d'enrôlement ici qui sont disponibles. Et une fois que ce dossier est créé, je peux maintenant encoder des formulaires sur ce dossier, donc sur ce bénéficiaire, en cliquant sur la petite icône ici, Add New. Et donc là, je vais accéder au premier formulaire, Beneficiary Details, donc les détails sur le bénéficiaire, et je vais préciser ici pour quelle organisation je travaille. Donc ça, ce n'est pas forcément obligatoire, mais on peut très bien faire une configuration pour faire la distinction entre différents types d'encodeurs. Donc ici, je vais dire que j'appartiens à l'organisation 2, par exemple. Je sauvegarde ceci, et puis je vais voir le formulaire apparaître ici avec les différentes sections. Alors, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est les différents types de règles qui peuvent être faites dans ce type de formulaire. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'il y a différents types de sections. On a des sections, différents types de variables. Une variable dans DHIS2, ça s'appelle un élément de données. Et on va pouvoir définir le type de bénéficiaire. On va définir différentes options disponibles. Donc, je vais dire la personne que je crée, c'est un célibataire de type masculin. Et puis, on va pouvoir sélectionner certaines réponses ici aussi. Alors, vous voyez, quand il y a des astérix, c'est des questions qui sont obligatoires. Je ne serais pas capable de cliquer sur Complete si je n'ai pas rempli toutes ces questions obligatoires. Et ce que vous voyez, la première chose qu'on voit ici, c'est qu'on a un score qui est généré en fonction des questions qui sont remplies. Donc, ça permet de faire assez rapidement, là, si je mets Yes, voilà, je vais avoir un score qui est de 2. Ça permet de faire des calculs sur la base des réponses qui sont soumises au cours du questionnaire. Donc, typiquement, le calcul est fait en live sur le questionnaire. Un autre type de configuration possible, c'est évidemment les questions optionnelles, c'est-à-dire que là, si je réponds non, on n'a pas besoin d'abri pour le bénéficiaire, je n'ai rien qui apparaît. Si je mets oui, j'ai d'autres variables qui peuvent apparaître, ici combien on a besoin de lits pour le bénéficiaire. Et une fois que tout ça est rempli, je peux cliquer sur Complete et j'ai rempli mon premier formulaire. Il me demande si je veux bien confirmer que c'est complété et je vais cliquer sur Compléter. Donc, mon premier formulaire est rempli, disponible. Je peux voir la date à laquelle il a été rempli. Et puis, je vais continuer la collecte de données sur cette personne. Et ce que je vois, c'est qu'on n'a plus d'autres formulaires qui sont à remplir pour cette personne pour le moment. En revanche, et là j'ai mis qu'on avait affaire à un célibataire masculin, mais si je vais changer cette information, donc je ne complete le formulaire, je vais changer à un homme, mais avec des enfants. Et donc, je recomplète le formulaire. Et là, j'ai une alerte qui est mise de ne pas oublier, alors c'est en anglais, mais on peut très bien le mettre en français, ce genre d'alerte, ne pas oublier de remplir le formulaire 2 à propos des enfants. Et donc, je clique et effectivement, dans ce cas, je vais avoir la possibilité d'encoder un deuxième formulaire pour les enfants. Je suis toujours l'organisation 2. Et puis, je vais encoder un formulaire pour la personne en question. Donc, ça vous montre que ce formulaire-là, il est conditionnel à la question « est-ce que oui ou non j'ai des enfants ?» dans le premier formulaire. Ça permet justement, comme je le disais, de créer des questionnaires conditionnels à certaines réponses dans les formulaires précédents. Et donc là, je remplis que j'ai 2 enfants, de 0,2 ans et 6-11 ans, et puis je clique sur Complete. Voilà. Et donc là, si je clique sur plus, je n'ai plus de formulaire à créer, et donc j'ai fini mon travail d'encodage. Alors là, j'ai fait l'encodage moi-même pour les 2 formulaires, mais il y a tout à fait la possibilité de permettre à différentes personnes d'encoder différents formulaires, que ce soit en termes d'accès ou que ce soit en termes d'unité d'organisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez puissant dans DHIS2, le fait de pouvoir limiter l'accès à certains formulaires selon soit mon utilisateur, soit mon aire de responsabilité. Et donc, ça permet de définir ces niveaux d'accès de manière très fine. Typiquement, le cas que j'ai cité en introduction, c'est le cas où le centre de santé remplit des informations, et puis le laboratoire va remplir les résultats d'un test qui a été envoyé au laboratoire, et on peut très bien configurer le DHIS2 Tracker pour que le laboratoire ne voit que quelques informations
qui ne soit pas, par exemple, le nom ou le prénom de la personne. Donc, garder cette information anonyme pour le laboratoire, en tout cas non divulguée au laboratoire. Donc, le laboratoire va avoir accès à un petit formulaire au sein du dossier, mais pas à l'ensemble du dossier, ce qui permet de résoudre certains problèmes de confidentialité des données. Voilà à quoi ça ressemble sur l'interface web. Ce que vous voyez, c'est que mon EIS vient d'être créé et donc il s'ajoute à la liste des EIS précédents. Et puis, si quelqu'un d'autre se connecte à la plateforme, il va pouvoir voir cet EIS aussi, accéder à son dossier, pouvoir voir quelles ont été les réponses pour le formulaire 1, par exemple, éventuellement modifier ces réponses-là si la personne a des droits de modification sur ce formulaire. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble dans l'interface web. Je vais vous montrer maintenant rapidement à quoi ça ressemble sur l'interface mobile. Donc c'est exactement la même application. Hop, je vais quitter l'environnement que j'étais en train de faire. Voilà. C'est exactement la même application dans le sens où la configuration des deux applications web et mobile est exactement la même. Donc on fait la configuration une seule fois et puis on peut avoir cette interface disponible sur web ou sur mobile. Donc, si je reviens sur l'écran d'accueil, je vais voir donc, les différents programmes auxquels j'ai accès. Alors là, j'ai un accès administrateur, donc je vois tout un tas. Excusez-moi, j'ai cliqué trop vite. Je vois tout un tas de programmes, mais si je fais la configuration pour mes encodeurs, je vais voir par exemple que le programme qui me concerne. Donc ici, on va cliquer sur Beneficiary Management, puisque c'est le programme qu'on a créé donc, pour la démo. Donc, quand on clique sur ce programme, on voit aussi, et ici, j'ai configuré la tablette pour avoir uniquement accès aux données de Badja. Donc, on va voir l'ensemble des patients qui ont été soit encodés sur la tablette ici, soit encodés sur le serveur pour l'unité d'organisation Badja, pour le centre Badja, par exemple, pour la région Badja. Donc là, on a le chargement justement de tous les cas qui ont été créés. Et donc là, ce que je n'ai pas précisé, c'est que je suis connecté à Internet. Et donc, normalement, je devrais voir l'ensemble des quatre cas qui ont été créés. Ce qui est tout à fait faisable aussi, c'est de se connecter en offline et donc de pouvoir gérer l'ensemble des cas sans avoir accès à Internet. Mais donc, je ne verrai pas ce dernier, dans ce cas-là, je ne verrai pas ce dernier cas qui a été créé sur la plateforme web. Je verrai que les cas qui ont été créés sur la tablette, auxquels je pourrais avoir accès. Okay, c'est bizarre que ça prenne autant de temps. Je vais arrêter ma vidéo 2 secondes. Ok. C'est un mauvais programme. Alors là, j'utilise un simulateur pour vous montrer un simulateur de tablette sur ordinateur qui est souvent plus lent que ce que vous pouvez voir. Je reviens sur le programme. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai les quatre utilisateurs. Prénom 11 que je viens de créer sur le web a été synchronisé avec ma tablette puisque ma tablette a accès à Internet. Mais si j'avais été en offline, je verrais que les trois utilisateurs, dont un a été créé sur la tablette et puis les deux avaient été créés sur le web, mais avaient déjà été synchronisés. Donc pour l'instant, ces dossiers ne sont pas sur ma tablette, je peux les télécharger ici. Ils ont été remplis sur le web et je n'ai qu'un seul dossier qui est sur ma tablette. Donc on va voir comment encoder très rapidement je ne vais pas refaire la démonstration entière, mais très rapidement, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche, est-ce que oui ou non, j'ai par exemple une personne qui a le nom 21 ou qui a quelque chose qui ressemble à 21 dans son nom. Je n'ai pas de retour de ce critère, donc je peux créer un prénom 21, par exemple. L'intérêt de faire cette démarche, c'est de toujours forcer les utilisateurs à s'assurer que la personne ou l'entité qui s'apprête à créer n'est pas déjà disponible sur leur tablette. Donc, de faire un check d'existence déjà de cette entité sur la tablette. Donc,
là, j'accepte la date d'aujourd'hui comme date d'enrôlement, pardon. Et puis, je vais pouvoir ici saisir mon point GPS. Alors là, je suis sur un simulateur de tablette, mais sur une vraie tablette, vous aurez le vrai point. Donc là, j'ai juste à cliquer ici. On a la latitude-longitude qui se met automatiquement sur une vraie tablette. Donc, vous aurez votre position actuelle. Et ensuite, on a les différents points. Donc, j'ai déjà 21 qui est pré-rempli, mais je vais remplir prénom 12, par exemple. Nom 12. Hop, ça, c'est un bug. Voilà. C'est un bug juste du simulateur, le fait que... Voilà. Ensuite, nom 12. Voilà. Et puis, donc, l'âge, je vais prendre par exemple 34. Voilà. Je sauvegarde cet enrôlement et mon entité est maintenant créée dans la tablette et je vais pouvoir remplir différents formulaires. Je peux cliquer dessus. Voilà. Et donc, on a directement le formulaire 1 qui s'ouvre. Je vais pouvoir sélectionner donc, quelle organisation je fais partie. Je vais faire organisation 1 cette fois-ci. Je mets à jour et j'ai mon formulaire tel qu'il s'affiche sur le web qui va apparaître. Donc, le type de bénéficiaire, je vais prendre un single mail aussi, voilà, pour être plus court. Et puis, je vais aller remplir la section 2. Je m'assure que j'ai bien rempli la section 1. Voilà, c'est bon. La section 2, et là, donc, je vais remplir exactement le même questionnaire avec aussi la possibilité de générer le score automatiquement. Donc, si je dis oui aux 2 questions, je vais avoir un score de 2, et puis je vais remplir le nombre de lits dont j'ai besoin, et puis je peux sauvegarder. Ici, je peux juste finir comme sur le web et je vais voir maintenant le dossier de ma personne. Donc ici, j'ai prénom 12, nom 12, hein, sont les attributs qui sont disponibles ici, l'âge en dessous. Et puis, je vais voir les différents formulaires. Je vois ceux qui sont déjà remplis et puis ceux qui me restent à remplir. Voilà, je ne vais pas revenir dans les détails ici sur la partie mobile et on va passer directement à la comparaison entre Comcare et DHIS2. Non, pardon, avant ça, excusez-moi, on va passer sur l'aspect configuration. Donc, le but, c'est de vous montrer rapidement comment est-ce que ces choses-là peuvent être configurées dans DHIS2. Donc, je vais vous montrer comment rajouter ici un attribut ou rajouter une variable ou un data element dans un formulaire. Donc, pour que vous ayez, on ne va pas faire de la configuration très, très compliquée, mais que vous ayez une idée de comment se fait la configuration de ce genre de formulaire dans DHIS2. Donc, l'interface à utiliser ici, c'est l'interface de maintenance. Hein, c'est là où, dans DHIS2, on va définir tous les paramètres d'administration de la plateforme. Et donc, si je reviens sur la section programme, je vais voir ici mon programme Beneficiary Management qui est ici. Et donc, la manière d'ajouter, si je clique dessus, je vais avoir différentes sections. Première section d'ordre général sur le programme. Et puis, on va voir ces 2 sections qui vont nous permettre de définir ce qui est demandé au moment de l'enrôlement et puis ce qui est demandé dans les différents formulaires. Donc, si je prends l'enrôlement, pour l'instant, j'ai simplement le first name, le surname et je vais revenir sur le formulaire pour qu'on puisse voir l'équivalent dans le formulaire. Donc, pour l'instant, on a uniquement first name, surname et age, donc le prénom, nom et l'âge. Ce qu'on va pouvoir ajouter, c'est par exemple, je sais pas, une date de naissance. Voilà. Alors, c'est pas très logique de demander l'âge et la date de naissance en même temps, mais j'ajoute cet attribut. Et puis, on va voir, est-ce qu'on doit faire apparaître cet attribut dans la liste? Est-ce que ça doit être obligatoire? Je vais mettre que ce n'est pas obligatoire. Et puis, est-ce qu'on peut le rechercher à travers, dans la liste que j'ai montrée tout à l'heure, à travers les attributs? Voilà. Je regarde dans la registration form et puis je vois voilà, qu'on a cette section d'enrôlement et donc que j'ai appelé section 1 et puis je vais rajouter date of birth. Vous voyez, c'est assez simple. Je sauvegarde. Hop. Non, je voulais faire une autre modification qui est dans la partie formulaire, donc la partie stage. Je vois que j'ai mes 2 formulaires ici qui sont configurés et ce que je voudrais, c'est rajouter une variable dans le formulaire 1. Donc, je vais aller
ici dans la configuration des variables du formulaire 1 et je vais rajouter la date d'admission qui va être une date. Okay. Et là aussi, je vais dire si c'est obligatoire ou pas. Je vais laisser que c'est pas, pour l'instant que ce n'est pas obligatoire. Et pareil, dans le formulaire, vous voyez, ça se met sous forme de section. Donc, j'ai ma section 1, section 2, hein, qui peuvent être renommées si besoin. Et je vais pouvoir ajouter dans ma section 2 l'admission date. Et je peux mettre ça tout à la fin, où je peux réorganiser voilà, ces différentes variables. Je vais le laisser là, à la fin du formulaire. Je mets à jour le formulaire et finalement, je sauvegarde. Donc voilà, j'ai fait ces deux petites modifications, vous voyez, en quelques clics. Et maintenant, je vais revenir sur le formulaire. Alors, je vais juste nettoyer mon cache. Donc, quand vous faites des modifications dans la maintenance de DHIS2, une des bonnes pratiques, c'est de nettoyer le cache parce que le browser, donc le navigateur Internet, stocke une certaine partie des informations de DHIS2. Et donc, si on met certaines choses à jour, notamment le contenu des formulaires, il faut nettoyer son cache avant de réimporter le formulaire. Donc voilà, j'ai nettoyé mon cache rapidement et puis je reviens sur l'interface et je vais aller au même endroit que tout à l'heure pour regarder mon formulaire. Donc je reviens sur Badja ici et je vais register une nouvelle personne et donc on voit que j'ai toujours prénom, je vais mettre 13, voilà, mon 13. Et maintenant, j'ai ma variable additionnelle, donc il a 78 ans, et je vais pouvoir dire, voilà, la date d'admission. Alors, ça n'a rien à voir avec notre programme, mais c'est pour vous montrer que j'ai pu rajouter cet attribut sur l'enrôlement ici, à travers l'interface de maintenance. Donc, je save pour continuer, et puis je vais aller dans mon formulaire 1, sur organisation 1, voilà. Et je vais voir normalement que j'ai dans ma section 2 ici, avec section 2 description. Encore une fois, vous pouvez tout à fait éditer hein, ces informations-là, ces textes-là. Je vois que j'ai une date d'admission qui a aussi été ajoutée ici. Et donc, j'ai bien... Alors, c'est quelque chose de différent de mon attribut. Si j'avais la date de naissance, là, j'ai rajouté une date d'admission. J'aurais pu rajouter n'importe quel autre type de variable, une variable nombre, une variable texte, une variable liste ici. Donc, tout est tout à fait configurable. Vous voyez qu'en quelques clics, j'ai pu ajouter cette question additionnelle dans mon formulaire. Donc, voilà un petit aperçu de la partie configuration. Et je vais maintenant passer à la comparaison donc, avec l'outil Comcare. Ce que je n'ai pas rappelé avant de faire la démo, mais j'en profite pour en dire un mot maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a dû faire avant qu'on puisse mettre en place cette démo? Donc, il y a évidemment l'installation à faire de DHIS2. Là, j'ai utilisé l'instance Play qui est accessible à tout le monde, comme je l'ai montré donc, à travers playdhis2.org et le fait de pouvoir tester les choses directement dans ces instances qui sont mises à disposition par l'Université d'Oslo. Mais si vous voulez installer votre propre plateforme, donc il faut installer cette plateforme soit sur des serveurs sur le cloud, soit sur des serveurs locaux. Et puis ensuite, il faut configurer les unités d'organisation. C'est la pyramide dont j'ai parlé. Souvent, cette pyramide est géographique jusqu'au niveau auquel on veut encoder des informations, par exemple des centres, des écoles, etc. Configurer les utilisateurs. Donc, moi, j'ai utilisé un administrateur ici, mais si on veut limiter l'accès à certaines unités d'organisation ou à certains formulaires, il faut configurer ces utilisateurs dans le DHIS2. Et enfin, configurer le programme, c'est la dernière partie que j'ai montrée, hein, dans la partie maintenance, le fait de pouvoir définir ce qu'il y a dans le formulaire et quelques autres logiques, on va dire, par exemple, le fait que le formulaire 2 n'apparaît que si dans le formulaire 1, on a des enfants. C'est dans cette interface qu'on peut définir ces règles-là. Et là, on en était à la partie justement tester sur web et mobile, voir que les différences apparaissent à la fois sur web et sur mobile. Je ne vous ai pas montré sur mobile, mais si on rafraîchit le metadata sur mobile, on va avoir exactement la même information qui est mise à jour. Donc, on a le nouvel attribut et la nouvelle variable dans le formulaire 1 qui apparaissent. Dernière chose, je voulais vous montrer donc, la partie indicateur et tableau de bord. Ce que je voulais vous montrer plus particulièrement, c'est le fait que ces données-là qu'on vient d'encoder, elles sont disponibles directement dans des tableaux de bord si on a configuré des tableaux de bord. Alors, pour la démo, on a configuré un tableau de bord assez simple que j'ai appelé bénéficiaire ici.
Et dans ce tableau de bord, on voit juste deux petites tables qui vont lister les informations qu'on a encodées. Donc, par exemple, on peut voir selon le score et selon l'organisation qui a encodé les données. Et là aussi, on a les différentes régions. On peut voir le nombre de personnes qui ont eu un score de 4 dans ces différentes régions et par encodage par ces deux différentes organisations. Donc, il y a ce qu'on appelle des tableaux croisés qui sont disponibles. Et puis, on a des informations plus désagrégées. Donc là, on voit la liste de tous les bénéficiaires. Alors, je n'ai pas mis à jour cette liste. Dans le DHIS2, on peut configurer la fréquence à laquelle ces tableaux de bord sont mis à jour sur la base des données qui viennent d'encoder. Donc, on peut par exemple mettre à jour ces données-là tous les jours ou tous les 6 heures, par exemple, si on veut avoir une fréquence plus renouvelée. Et donc, on voit voilà, des informations détaillées. Et ça permet, par exemple, de manière opérationnelle, de suivre les personnes les bénéficiaires qui sont encodés et de pouvoir voir, voilà, dans telle région, on a de nouveau ou un seul bénéficiaire additionnel. Dans telle région, on a 3 bénéficiaires additionnels, etc. Je pourrais vous montrer aussi des tableaux de bord plus avancés avec des graphiques. Vous pouvez évidemment aller voir, par exemple, ce qui se passe sur le Play, donc voir les différents types de graphiques qui sont disponibles. Vous avez des graphiques, des histogrammes, évidemment, des cartes, des lignes d'évolution temporelle. Voilà les types de graphiques qu'on peut produire. On peut produire ces graphiques-là avec des données agrégées, comme avec les données individuelles. Donc, on peut très bien suivre, par exemple, le nombre de bénéficiaires au cours du temps, etc. Donc là, ça n'a rien à voir avec notre programme, mais c'est pour vous montrer les possibilités qu'il y a dans DHIS2. Et le gros avantage de DHIS2, c'est d'être une plateforme complètement intégrée, c'est-à-dire que vous allez, sans avoir à faire d'intégration avec d'autres outils, pouvoir visualiser toutes ces données directement dans la plateforme. Voilà, je reviens maintenant au comparatif. Il nous reste une dizaine de minutes. Et le but, et c'est un exercice qu'on a décidé de faire avec Guillaume, donc de IT for Life, de pouvoir renseigner au maximum les personnes qui se posent la question sur quel outil choisir, puisque la dernière fois, on a présenté Comcare, qui est aussi un outil de suivi mobile et web d'objets ou de personnes ou de bénéficiaires. Et DHIS2. Et donc, il y a beaucoup de responsables suivi évaluation ou de personnes qui travaillent de manière plus opérationnelle aussi sur des programmes qui se posent cette question-là. Quel outil technologique choisir? Alors, ce n'est pas les deux seuls, mais c'est les deux grands noms, on va dire, d'outils qui permettent de faire le suivi individuel. Un dernier outil open qu'on pourrait évoquer, et on en parlera peut-être dans les sessions à venir, c'est OpenSRP, qui est un sorte de dossier aussi patient ou bénéficiaire digital. Donc, pour ce comparatif, en tout cas entre DHIS2 et Comcare, on a essayé d'être le plus juste possible en termes d'évaluation. Et donc, on a découpé cette évaluation, cette comparaison en 3 sections. Une première section qui concerne tout ce qui est système et hébergement. Et là, on voulait revenir sur tout ce qui est installation, gestion des droits utilisateurs, licence, etc. Donc, toutes les grosses questions liées au système. Et donc, dans ce comparatif, on a évoqué l'aspect open source. Donc, DHIS2 Tracker et Comcare sont toutes les deux des technologies open source. En revanche, en termes d'installation, DHIS2 vient vraiment avec un package d'installation et de documentation très simple. Donc, si vous voulez installer ça sur vos serveurs propres ou sur le cloud, c'est quelque chose qui est assez facilement réalisable. Alors que Comcare nécessite plus de technicité pour installer ça sur des serveurs. Donc, typiquement, aujourd'hui, il y a peu de prestataires qui sont capables d'installer un outil, une plateforme Comcare, donc Dimagy qui est l'éditeur de Comcare, et notamment IT for Life qui a cette capacité-là. Ensuite, est-ce que c'est des plateformes qui sont disponibles en SaaS, c'est-à-dire que vous payez pour un service en ligne? Alors, DHIS2, non, l'Université d'Oslo ne propose pas ce service, mais il y a de nombreux prestataires d'hébergement qui peuvent faire l'hébergement pour vous et vous permettre d'avoir accès à votre plateforme. Comcare est disponible en SaaS, notamment Dimagy propose ce service directement avec sa version commerciale. Pour tout ce qui est langue, API, c'est assez similaire, il n'y a pas de différence énorme.
Et puis, sur la partie gestion des droits utilisateurs, c'est vrai que DHIS2 va être très avancé sur ce sujet, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment définir, notamment pour des sujets, pour des données sensibles, qui a accès à quoi, à quel endroit, de manière très fine. Ce qui implique un certain niveau de complexité dans la configuration de ces utilisateurs. C'est aussi le cas sur Comcare, mais peut-être un peu moins sur l'accès aux données sur le web. Donc sur mobile, vous allez avoir des bonnes gestions de droits utilisateurs, peut-être un peu moins sur le web, ou notamment si vous voulez réguler l'accès à certaines données sensibles, ce sera un peu moins puissant. Enfin, on voulait aussi caractériser l'aspect mise à l'échelle, c'est-à-dire est-ce que sur ces plateformes, on a des grosses utilisations, des gros programmes qui utilisent déjà cet outil. Et effectivement, Comcare a l'air d'être un peu plus avancé sur ce sujet. Alors, c'est un outil déjà un peu plus vieux historiquement. Et puis, il y a pas mal de projets qui utilisent vraiment à large échelle Comcare. DHIS2 Tracker est encore un peu plus jeune sur ce terrain-là, même si l'utilisation de DHIS2 Tracker dans le cadre du Covid a très clairement accéléré ce processus de mise en place à des larges échelles. Ensuite, sur tout ce qui concerne la collecte et la gestion des données, alors, si on va différencier deux choses. L'interface web, alors, sur DHIS2, elle est de très bonne qualité, ça fonctionne très bien, il y a assez peu de bugs et c'est efficace. Sur Comcare, elle est un peu plus limitée, on va dire, dans le sens où vous allez avoir la possibilité d'encoder des données, mais pas forcément d'interagir, notamment avec l'aspect gestion des droits, d'interagir avec toutes les données qui sont déjà encodées. Donc, par exemple, les bénéficiaires qui sont déjà dans la plateforme, etc. Donc ça, c'est un aspect un peu plus favorable à DHIS2. En revanche, si vous pensez plutôt et principalement utiliser la partie mobile, on a donc cette possibilité de travailler hors connexion avec les deux, mais d'un point de vue efficacité, que ce soit en type de synchronisation, en type d'installation sur tout type d'appareil mobile, et notamment des appareils un peu plus bas de gamme, de facilité de configuration du formulaire mobile, de prévisualisation en ligne de l'application mobile, etc. Et aussi des logiques, donc tout ce qui est logique de questions, telle ou telle question qui apparaît, ou des calculs qui sont un peu plus poussés, ainsi qu'en termes d'expérience utilisateur. Comcare aura un avantage sur cette partie mobile. Donc, c'est vraiment pas à négliger. L'application mobile DHIS2 fonctionne plutôt bien, mais elle reste encore un peu jeune, et donc notamment sur des questionnaires un peu complexes, l'expérience utilisateur et la performance sera sûrement meilleure sur Comcare. Enfin, sur tout ce qui est gestion des relations, notamment quand on a des individus qui font partie d'un foyer et qu'on veut à la fois suivre les foyers et les individus, c'est quelque chose qui est plutôt bien géré sur Comcare et pas encore très bien sur DHIS2. Pour le référencement des cas, le déplacement des cas, enfin des dossiers d'un endroit. J'ai mis en pause, excusez-moi. Le déplacement d'un endroit vers l'autre du dossier, ça, c'est très bien géré, enfin, c'est géré correctement par les deux plateformes. Enfin, sur la partie analyse et visualisation, donc l'aspect agrégation des données, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Par exemple, vous avez des données qui sont encodées sur des centres et vous voulez suivre les données au niveau de chaque région d'un pays, etc. C'est quelque chose que DHIS2 Tracker, donc DHIS2 de manière générale, fait très très bien. La création d'indicateurs et de tableaux de bord directement dans la plateforme, c'est aussi quelque chose que DHIS2 fait très bien, alors que Comcare est assez limité sur ces deux aspects-là. En revanche, voilà, pour de la visualisation de données sur Comcare, vous allez plutôt utiliser de l'intégration avec des outils de BI, de type Power BI ou Tableau. Et il y a des plugins qui sont plutôt bien faits pour ça. C'est aussi possible avec DHIS2, hein, on le signale aussi au passage. Et puis, tout ce qui est branchement à des serveurs SMS, c'est aussi possible avec les deux outils. Avec certaines logiques. Par exemple, si on veut envoyer un SMS 2 jours avant le remplissage d'un formulaire pour rappeler aux bénéficiaires de venir, c'est tout à fait possible.
Donc voilà un peu les trois axes sur lesquels on a voulu faire cette comparaison. Donc en résumé, et avant d'ouvrir les questions, donc si vous recherchez plutôt une application mobile très robuste et avec une bonne expérience utilisateur dans lequel vous avez des logiques assez complexes, alors éventuellement, il faudra les configurer avec un peu de code, donc ça demande un certain niveau de technicité. Votre technologie de choix est plutôt Comcare. En revanche, si vous avez besoin de formulaires plutôt simples, mais avec une volonté d'avoir une plateforme complètement intégrée dans laquelle vous avez la collecte, la gestion et la visualisation qui se passent sur la même plateforme et que vous avez envie d'avoir quelque chose facilement installable, par exemple sur des serveurs locaux, et je vous mentionne aussi le fait que si vous souhaitez principalement utiliser la partie web, votre technologie de référence va être plutôt DHIS2. Donc voilà en résumé ce comparatif. Alors c'est une première tentative de comparatif qu'on a réalisé avec Guillaume. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, des choses à ajouter à ce comparatif, n'hésitez pas. C'est quelque chose qu'on mettra à jour sur la base de vos commentaires et de vos idées. Merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, on peut prendre les questions. On a une question de Florian qui demande si on peut travailler avec les deux outils, quoi. Et du coup, j'étends un peu la question, c'est dans quel cas ça ferait sens d'avoir les deux outils, quoi. Ouais, c'est une très bonne question. Donc effectivement, il y a certains projets qui utilisent les deux outils, notamment Comcare pour la partie performance mobile et complexité de formulaire, et DHIS2 plutôt pour la partie agrégation des données et visualisation. Et c'est aussi parfois une contrainte lorsqu'on travaille avec des ministères, notamment de la santé, qui utilisent déjà DHIS2 pour leur gestion de données nationale. Donc, pour utiliser les deux outils, il y a une contrainte forte qui est avoir une possibilité d'interopérabilité entre les deux outils, de pouvoir transférer des données de la collecte mobile Comcare vers DHIS2. Ça, je pense qu'il me semble que Dimagy ou que Comcare a un outil d'interfaçage avec DHIS2. C'est ça. Mais il ne faut pas négliger cet aspect-là de configuration qui peut être un peu lourde à entretenir, dans le sens où vous allez, à chaque fois que vous créez une nouvelle variable, vous assurer qu'elle est bien créée dans le Comcare, bien créée dans le DHIS2 et bien mise à jour dans l'interface d'interopérabilité. Mais c'est tout à fait faisable et effectivement, il y a certains cas où ça peut être une bonne solution. Yes. Question de Hanta. Est-ce qu'il est possible de synchroniser le tracker de suivi avec la plateforme DHIS2 agrégée? Alors, c'est une très bonne question. C'est pas encore disponible dans DHIS2. Donc, en gros, la question serait, est-ce qu'à partir des données individuelles, on peut générer et sauvegarder les données agrégées, par exemple, remplir automatiquement un formulaire de rapportage mensuel avec les données agrégées. Donc, ce n'est pas disponible dans DHIS2. Ce qui va être utilisé, c'est le fait d'utiliser des tableaux croisés qui, par exemple, donnent par mois le nombre d'individus. Et ça, c'est quelque chose qui est faisable dans DHIS2. Je vous montre peut-être un exemple de données qui ressemblent à des données agrégées, mais sur la base de données individuelles. Donc, on peut générer des informations agrégées à partir des données individuelles qui ressemblent à ce qu'on a dans la partie aggregate, mais on n'a pas la possibilité de sauvegarder en dur, on va dire, ces données comme si c'était des données qui avaient été encodées à la main par des personnes qui font le rapportage mensuel. Voilà, je vous montre juste le type de rapport qu'on peut avoir. Là, c'est par exemple sur le Covid et sur les plans de Covid. Donc, on peut suivre le nombre d'appels qu'on reçoit par mois, etc. Donc, on a un peu les mêmes types de graphiques et de tableaux croisés qu'on peut avoir dans la partie agrégée, mais les données derrière sont bien des données individuelles. Donc, on a le suivi par mois, les cartes, etc. Donc, mais ces données ne sont pas sauvegardées en tant que telles sous forme agrégée dans la plateforme DHIS2.
D'autres questions, Guillaume? Bon, excuse-moi, j'étais en train de parler dans le vide, j'avais mon micro coupé. Oui, donc il y a la question du coût. Donc là, je pose dans le chat le pricing de Comcare. Est-ce que tu peux en dire plus sur la notion de coût du coup entre ces deux solutions? Oui, tout à fait. Donc, en termes de coûts, il faut bien différencier deux types de coûts. Le coût de licence, c'est-à-dire le coût de paiement, de paiement du logiciel. Donc, un logiciel, ça prend des ressources à être développé, des développeurs peuvent travailler dessus. Et donc, il y a la plupart des outils logiciels commerciaux proposent des coûts de licence. Comcare et DHIS2 sont des outils open source. Donc, c'est des outils qui peuvent être installés de manière gratuite sur vos serveurs, sur des serveurs dans le cloud, etc. Comme je disais, DHIS2 est un peu plus facile à installer, c'est-à-dire que si vous avez une équipe IT en interne et que vous voulez vos propres serveurs ou que vous voulez héberger dans le cloud, vous pouvez très bien prendre le package DHIS2, l'installer sur vos serveurs ou l'installer dans le cloud de manière autonome. Ou alors, vous pouvez faire appel à des prestataires comme Blue Square, par exemple, qui hébergent pour nos partenaires des plateformes DHIS2. Pour Comcare, il y a très peu de prestataires techniques qui font cet hébergement. Et si vous voulez le faire vous-même, ça ne semble pas réaliste dans le sens où il y a certaines complications d'installation qui font que ce n'est pas très facile à installer sur vos serveurs si vous avez envie de le faire vous-même. Donc, il y a des prestataires aussi qui font l'hébergement, comme Comcare ou comme Dimagi. Mais Dimagi proposera plutôt sa version commerciale à vous fournir, plutôt que de l'hébergement pur. Alors ça, c'est pour la partie licence. Donc, la réponse sur la partie licence, c'est qu'il n'y a pas de coût de licence sur DHIS2 et sur Comcare, puisque les deux sont des applications open source. Sur la partie hébergement, ça va être à peu près similaire pour les deux outils. Donc, ça veut dire mettre à disposition des serveurs sur le cloud ou sur des serveurs locaux, et payer pour ces serveurs. L'ordre de grandeur pour un DHIS2 par mois d'hébergement, c'est entre 200 € pour des très petits serveurs jusqu'à 500 voire 1000 € par mois pour des très gros serveurs nationaux. Donc, ça dépend de la taille de vos serveurs. Et Guillaume, tu me coupes, mais il me semble que c'est à peu près le même ordre de grandeur pour Comcare. Oui, c'est similaire pour Comcare. Ouais. Peut-être la configuration de base ne sera pas exactement la même. Mais après, quand on commence à rentrer sur des projets qui montent à l'échelle, Comcare est en plus, comme on l'a montré, dédié pour de la collecte de données individuelles. Donc, c'est-à-dire beaucoup d'utilisateurs qui collectent beaucoup de données. Ça fait beaucoup de connexions en même temps au serveur, ce qui demande des serveurs un petit peu plus puissants pour traiter l'ensemble des connexions qui arrivent. Voilà. Et ces coûts montent après. Pour Comcare, ça peut monter. Je veux dire, quand vous avez des grosses installations, vous avez des milliers ou des dizaines de milliers d'utilisateurs, bon là après ça rentre dans des solutions qu'on va des schémas qu'on dit déjà à l'échelle, et là ça peut le chiffrage de serveurs peut monter relativement élevé. Voilà. Et donc à ce moment-là, il faut vous poser la question de savoir s'il vaut mieux héberger vous-même ou alors passer par Dimagi ou par un prestataire spécialisé comme IT for Life, qui pourront justement gérer cette montée en charge. Merci Guillaume. Donc voilà, pour résumer, pas de coût de licence, mais des coûts d'hébergement. Que ce soit vous qui hébergiez vous-même avec DHIS2 ou l'appel à un prestataire technique comme Blue Square pour DHIS2 ou comme IT for Life pour Comcare. Une question de Seydou qui nous demande une question concernant le partage des dossiers TEI entre utilisateurs et unités d'organisation. Oui, alors entre utilisateurs, donc si un utilisateur a accès à une certaine unité d'organisation, tous les utilisateurs qui ont accès à l'unité d'organisation, si je reprends mon exemple de Badja, tous les utilisateurs qui ont accès à cette unité d'organisation et qui ont les accès sur le programme vont voir les dossiers TU. Donc, ils vont voir ces 4 dossiers ou ces 5 dossiers que je vois sur Badja. Ensuite, sur la partie référencement, c'est-à-dire que si ce dossier-là, je veux le référencer vers un autre département. Donc aujourd'hui, ce dossier prénom 13, nom 13, il n'est pas visible par quelqu'un qui a uniquement les droits sur Bauma. Mais si je transfère ce dossier, et ça c'est tout à fait faisable dans DHIS2 Tracker, vers Bauma, alors je ne pourrai plus voir ce dossier chez moi et il sera visible par contre pour les utilisateurs de Bauma. Et enfin, sur les formulaires, au sein même d'une TUI, d'un dossier TUI, on peut vraiment restreindre la vision de certains formulaires à certains utilisateurs. Donc, certains utilisateurs vont voir uniquement le formulaire 2, alors que certains utilisateurs verront que le formulaire 1.
Bien, merci pour cette explication. Je crois qu'on est au bout des questions. On a déjà un tout petit peu dépassé. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Mireille, je te laisse conclure. En fait, je n'ai plus rien à ajouter, à part que nous vous tiendrons informés des prochains webinaires le mois suivant à venir. Et également, vous recevrez dans vos boîtes email un questionnaire pour un peu avoir vos retours sur ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous écrire aussi en parallèle et on reste en contact. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Merci. Merci, bonne journée.